Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Zundo. Alors aujourd'hui l'épisode va être un petit peu particulier parce que c'est le premier d'une nouvelle manière de faire. En fait l'idée c'est que j'ai vraiment envie de faire ce projet avec vous. Le truc c'est que essayer de le faire par petites tranches d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, ça va nous prendre 10 000 ans. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression que ça va être super instructif ou en tout cas super utile parce qu'il y a des tonnes de choses qui sont extrêmement répétitive ou pas particulièrement utile. Et donc du coup, l'idée c'est plutôt de changer un petit peu la manière de faire, notamment parce que parfois je me lance dans une session de travail et je vais coder 3-4 heures d'affilée, voire beaucoup plus, surtout en ces périodes. Ce qui fait que du coup, bah, je vais générer plein d'épisodes pour pas grand chose au final, et c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Du coup, l'idée, c'est plutôt de se dire, de faire des épisodes régulièrement qui vont servir un petit peu de compte-rendu de choses importantes et de tout ce que j'ai fait. Donc l'idée, c'est quand même de continuer à faire le projet, de le faire bien et de le faire convenablement, mais plutôt d'utiliser les épisodes comme des sortes de résumés, un petit peu comme un vlog, même si j'aime pas trop le terme, de ce qui a été fait entre chaque épisode. Du coup, cet épisode 7, on se retrouve juste avant, dans l'épisode 6, donc, on avait terminé de réimplémenter nos styles en écrivant un hooks perso qui avait été pour utiliser Pwops, donc la librairie que j'avais décidé d'utiliser, qui est une librairie que j'ai développée moi-même. Et on avait terminé en disant, je pense que c'était dans Card, tout simplement. C'était dans Board Card, voilà, ici. Et je vous avais dit, ouais, bon, il y a des grandes chances que le hook qu'on a écrit, je vais le mettre directement dans Pwops. C'est effectivement ce que j'ai fait. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. C'est j'ai intégré directement le code de ce hook dans la librairie, parce que bah, il était nickel, il n'y avait pas de raison de le garder au-delà, en dehors de ça, et donc du coup, bah, vous pouvez constater dans la librairie que, en gros, je l'ai utilisé tel qu'il était, quoi. Donc ça c'est notre truc. Et d'ailleurs, je me rends compte que le code n'a pas été formaté avant d'être comité, ça c'est pas bien, et ça je m'en occuperai plus tard. Alors, qu'est-ce qui a été fait d'autre sur le projet depuis la dernière fois qu'on s'est parler. J'ai notamment mis à jour et corrigé certaines erreurs dans l'encodage des données, parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines grilles de déplacement que j'avais encodées comme une tanche, que j'ai vraiment fait ça n'importe comment, et donc voilà. Et j'en ai aussi profité pour intégrer deux nouvelles tribus. Donc comme j'avais dit, l'idée ça va pas être de faire toutes les armées du jeu pour commencer, hein, parce que bah, une fois qu'on en a fait une, après ça peut aller assez vite, ou en tout cas ça va évoluer assez vite, mais surtout j'ai pas besoin de créer toutes les armées avant d'avoir un jeu jouable. J'avais donc choisi les deux armées de base, mais je me suis dit tant qu'à faire, pour tester un petit peu mon process et avancer un peu dans le truc, je vais aussi finir le continent, donc les 4 tribus du jeu de base, je les ai encodées. Donc ça c'est l'idée, c'est que j'ai encodé 4 tribus, qui sont les 4 premières tribus du jeu. J'en ai profité aussi pour faire leurs assets, parce que ça c'est quelque chose qui est assez long, mais qui méritait d'être fait. Donc du coup, pour chaque tribu maintenant, j'ai détouré et isolé les visuels. Donc voilà, ça j'ai tous les visuels des 4 tribus européennes. Et j'en ai profité aussi, parce que j'ai récupéré une tablette graphique, pour refaire un petit peu le fond des cartes. J'ai un petit peu nettoyé, donc voilà, les premières photos que j'avais prises étaient de qualité un petit peu bof, parce que j'ai pas de scanner, donc je fais ça avec un très bon appareil photo, ce qui est pas ultra top, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais donc voilà, j'ai refait un petit peu les cartes, donc là c'est bon. Donc ça, et comme vous pouvez le voir ici aussi, donc les données des armées. Donc les données des armées, avec cette fois-ci les valeurs de déplacement qui sont correctes, et je vais vous montrer pourquoi elles le sont. Donc ça, c'est aussi un truc que j'ai fait. Et enfin, j'ai
terminé, alors terminé c'est un grand mot, mais en tout cas ça va nous permettre de passer à la suite, ce que je vais expliquer assez rapidement. J'ai terminé les interfaces de base du jeu. Donc ici c'est l'interface de base du jeu, donc comment est-ce que le jeu va être affiché pendant un match. C'est sûr qu'il y a des trucs à modifier, c'est sûr que c'est des choses qui vont évoluer et tout ça, hein. On est bien d'accord qu'en termes de look and feel, c'est très très moche. Maintenant, l'idée justement, c'est d'implémenter tout le jeu, et puis on pourra se concentrer pour faire des graphismes un peu plus beaux, voir un petit peu ce qu'on peut faire, etc. Donc là, le gros avantage, c'est que les composants React sont prêts, j'ai tout ce qu'il faut, et je vais vous montrer un petit peu ça. Et comme ça, je suis tranquille. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, et pas des moindres, qui va être justement de coder le serveur et commencer à implémenter le jeu en tant que tel. Ça va me demander aussi de modifier un peu le code client et tout ça, mais déjà, j'ai mes zones de base. Comme vous voyez ici, donc on a le plateau de jeu, qui lui n'a pas changé depuis la dernière fois, hein. J'ai peut-être juste, je sais plus si ça y était la dernière fois qu'on s'est vu, mais donc présenter le côté du joueur actif et le côté de son adversaire, les cartes, qui ont de nouveaux visuels, mais ça, voilà, rien de très très spécial. On a une zone ici pour la carte active, donc quand on clique sur une carte pour voir ses détails, ça s'affichera ici, donc avec une illustration, les 4 coins et la grille de mouvement. Ça c'est quelque chose qui a été assez fun à faire, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait parce que c'est très intéressant. Ensuite ici on a une zone qui sera, on va dire un petit peu la zone des infos de jeu, qui va juste préciser quel est le joueur actif pour le moment, son timer, parce que on peut pas non plus laisser les gens réfléchir pendant des plombes. Donc dans un premier temps on va implémenter un timer, on verra un petit peu si on change ses valeurs ou pas, on verra. Et enfin une petite indication sur ce qu'on doit faire là maintenant dans le jeu, donc cliquer sur une carte ou choisir une action. Parmi les actions qui sont voir les renforts si on a des renforts, et voir ses atouts, parce que chaque armée a 3 atouts qu'on peut jouer à certains moments de la partie, et donc voilà, on a à chaque fois le choix pendant un tour de soit déplacer une carte, simplement la déplacer ou générer un combat, ou jouer un atout qui est une sorte de petite carte joker, dont je vous ai déjà rapidement parlé. Et enfin la dernière zone, c'est un chat classique, mais qui va permettre de discuter avec son adversaire, en tout cas dans un premier temps. Peut-être qu'on verra plus tard comment on va implémenter peut-être un mode spectateur, enfin voilà. Comme je l'ai dit, le projet se veut assez ouvert. On va implémenter un mode 2 joueurs, et puis peut-être ce sera l'occasion de découvrir, c'est quelque chose qui me tient à cœur, découvrir un petit peu l'intelligence artificielle, donc peut-être voir un petit peu comment est-ce qu'on peut coder une petite IA. Alors j'ai pas l'ambition de dire que je vais coder une IA qui va pouvoir gagner face à l'adversaire, mais on verra. C'est quelque chose que j'ai envie de tester et de voir. Donc ça, c'est des trucs qu'on verra. Donc là, on peut se dire que globalement, le client est prêt, avec des gros guillemets, et en tout cas, on va pouvoir passer à l'implémentation du serveur. Sinon, du coup, qu'est-ce qui a été fait au niveau code? Parce que là, vous voyez ce qu'il en est, mais au niveau du code, comment est-ce que ça se traduit? J'ai préparé un nouveau composant un petit peu plus important, qui est le container game, donc qui contient tout ça. Donc le container game contient le header que vous voyez ici, hein, qui lui est franchement petit, hein, c'est les 2 adversaires, le numéro de la manche et le score actuel. Le board que vous connaissez, ça donc c'est le plateau de jeu avec les cartes qui sont dessus et les infos du joueur. Ensuite on a ce que moi j'ai appelé la colonne des outils, et donc la colonne des outils qui sont le card d'info, le game info et le chat. Le chat pour le moment est vide, il n'y a pas grand chose à montrer. Le card d'info. Alors dans le card d'info, il y a des trucs un petit peu plus fun. Alors ça, on va aller regarder ça ensemble. Alors juste pour revenir rapidement avant de rentrer dans les détails des cards d'info, l'idée ici justement c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, c'est le serveur qui va gérer tout. Tout l'état de la partie, tout ce qui se fait dans la partie, ça va être géré par le serveur. Le client va ne servir qu'à une chose, c'est montrer visuellement à quoi ça ressemble. On pourrait très bien, bon alors ce serait ni fait ni à faire, hein, mais on pourrait très bien jouer uniquement en envoyant des commandes au serveur.
Ça pourrait se faire, il y a des gens qui jouent aux échecs comme ça, mais l'idée ici, donc voilà, c'est de se dire que le serveur va nous envoyer, va recevoir les commandes et va nous envoyer à tout moment l'état de la partie, et ce composant game, qui va être donc celui qui va recevoir depuis le serveur l'état de la partie, va être chargé à tout moment d'envoyer les changements de l'état dans les composants, donc le board, les infos de la partie, etc. Donc comme ça, nous on aura une représentation visuelle de l'état de la partie, qui lui est une représentation de la partie en termes de données. Alors, les cartes actives, la carte active c'est pas particulièrement compliqué au fond, c'est juste montrer quelle est la carte, montrer les infos de la carte, et donc cette carte reçoit, ce composant reçoit plusieurs infos, qui sont le nom de la tribu, le type de la carte, parce que il y a des cartes combattants, ici pour le moment je ne montre qu'une carte combattant, mais il y a aussi les atouts comme je l'ai dit, le slug de la carte qui est son identifiant pour retrouver les infos parmi les données, et les données. Donc ici du coup on reçoit ces données, les données vous les avez vues, hein, c'est ce qu'on a ici, donc ici ça ce sont les données d'un combattant. Donc si je vais ici, là à l'intérieur, tout ça c'est les données d'un combattant, donc son nom, son type, les valeurs de coin, son pouvoir, sa valeur, la valeur de la carte et sa grille de déplacement. Hop. Donc ici on affiche le nom de la carte, son type, l'attribut également. Alors pour le moment, attendez, hop, pardon. Donc l'attribut, désolé, je m'embrouille, hop là, pardon. Donc le nom, le type, l'attribut. Pour le moment, au début du jeu, en tout cas, on va pouvoir jouer que tribu contre tribu, avec des tribus qui auront été préconstruites, celles qu'on trouvait dans les paquets de base. Mais j'espère bien à terme pouvoir implémenter le système de création d'armées. Donc dans Zundo, il y avait cette possibilité, en utilisant la valeur en points, donc comme vous voyez ici, la valeur en points, chaque combattant a une valeur en points, et on pouvait créer des armées perso, on recevait un certain budget de points, qui était de 150 points, et vous pouviez dépenser ces points avec quelques petites contraintes, quelques petites règles, vous pouviez créer vos propres armées. Donc ça c'est le truc vraiment important ici. Donc on affiche le nom, le type, l'attribut, forcément l'illustration, les corners, donc les valeurs des coins, un rappel du pouvoir et la grille de déplacement. C'est ce que vous voyez ici tout simplement. Donc dans mon composant React ici, j'affiche simplement le nom, qui est là, hein, le nom, le type, l'attribut. Ensuite, l'image, c'est pas particulièrement compliqué, les images sont stockées dans le dossier asset avec le nom de l'attribut et le slug, donc on les récupère juste comme ça. Et enfin, donc on a ces deux composants, card corner et card moves. Alors card corner, c'est pas le truc le plus complexe du monde. On est bien d'accord, c'est simplement ici 4 valeurs qui sont affichées et on utilise des styles CSS ici pour les placer aux bons endroits. Donc là ici il n'y a pas grand chose à dire, le seul truc c'est que si le pouvoir est une petite étoile, dans les données JSON je l'ai stocké sous forme d'une petite astérisque, mais ici en termes de visuel c'est vraiment une étoile Unicode, donc c'est comme ça qu'on a ici cette étoile qui a quand même un petit peu plus de gueule. Par contre cette grille ici, ça c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que je voulais un composant qui rende exactement comme sur les cartes. Donc, si on regarde un petit peu une carte originale, je vais en reprendre une hors champ pour vous la montrer. Voilà. Je vais essayer de reprendre exactement celle qui est affichée là, comme ça, tant qu'à faire. On voit vraiment que c'est la même. Et c'est là qu'on se rend compte que, comme à chaque fois, j'oublie, enfin, je ne prépare pas ce que je dis, hop, voilà. Donc on se retrouve avec la carte originale, on a bien les 4 coins qui sont exactement les mêmes, et surtout la grille qui est exactement la même. Parce que moi je trouve que d'une part, ces grilles sont tip-top, peut-être juste les couleurs qui sont pas exactement les mêmes, mais ça c'est pas bien grave. Donc on voit bien ici que on a la même grille, et pour moi c'était vraiment très important d'avoir cette même représentation. Du coup, comment est-ce que j'ai fait ça? Alors, j'aurais pu le faire de plusieurs manières, mais ce que j'ai décidé, c'est de travailler avec
une balise canvas. Alors les balises canvas, c'est super chouette, ça permet de dessiner des formes et éventuellement de les animer, mais ici c'est pas l'usage. Les balises canvas, c'est super chouette à utiliser, ça permet de dessiner des formes en JavaScript. Et donc notre composant retourne simplement, comme vous pouvez le voir ici, une balise canvas. Cette balise canvas, elle est toute simple, hein, elle a une hauteur, une largeur, qui vont nous permettre de dire quelle est notre zone de dessin, et donc pouvoir un petit peu choisir comment est-ce qu'on va dessiner dedans et tout ça. Donc ça, c'est notre balise canvas, et ensuite on va devoir dessiner dedans. Alors ici, on travaille avec React, et donc c'est un petit peu chiant de mettre en place Canvas avec React, parce que Canvas c'est du pur DOM, et React pour interagir avec le DOM directement depuis React, c'est pas le truc le plus fun du monde. Donc ce qu'il y a ici, c'est qu'on va créer une ref. Une ref, c'est un moyen pour React d'avoir accès au DOM. Du coup, ça c'est ce qu'on fait ici, et donc on va créer une référence vers notre canvas, qu'on voit là, à cette ligne ici. Comme ça, après, on va pouvoir travailler. Et ce qu'on va faire, c'est que on va recevoir dans les props de notre composant, on va recevoir le tableau de mouvement. Donc le tableau de mouvement qui était, comme vous avez bien compris, hein, les mouvements ici de notre carte. Donc on reçoit ces tableaux qui sont à chaque fois des coordonnées, des coordonnées à partir du centre de la carte à représenter. De là, du coup, nous, on a ici, alors on va en profiter aussi pour calculer la taille. Alors toutes les tailles, même si elles sont fixes, parce que toutes les cartes du jeu ont la même grille de mouvement, donc qui fait 5 sur 5. J'ai décidé de mettre ça dans une série de constantes, au cas où. Voilà. S'il y a un jour, ça a envie de changer, enfin en tout cas le jeu n'existe plus, hein, je dirais, il n'est plus sorti, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de machin, donc il n'y a pas de raison que ça change, mais voilà, toujours être un peu plus prudent qu'autre chose. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser useEffect. useEffect, c'est un hook de React, qui est en gros une fonction qui va être lancée en réaction à quelque chose. Et la réaction à quoi? C'est au changement d'une variable, qu'on appelle une variable de dépendance de l'effet, que vous voyez ici, dans ce tableau. Donc en gros, ce tableau, ça va simplement dire, si les mouvements changent ou la taille le nombre de cases et leur taille, on va lancer cette fonction. Et cette fonction, simplement, elle va dessiner la grille. Alors on est d'accord que ces trois valeurs-là, donc la taille de la grille et les infos de la taille de la grille, ça change pas. Ça sera fait une seule fois. Mais par contre, les mouvements, eux, ils vont changer. À chaque fois que je vais cliquer sur une carte, je vais afficher une autre carte et donc recevoir des nouveaux mouvements dans ce composant. Et donc, je vais devoir redessiner la grille. Parce que comme c'est du canvas, c'est du dessin, donc je suis obligé de recommencer toute la grille pour la redessiner. Donc voilà, d'ailleurs, je pense que à en parler avec vous là maintenant, je me rends compte que j'ai complètement oublié un truc qui va être de vider la grille entre chaque session de dessin. Donc ça, on va pouvoir le corriger en direct. Mais donc voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? En gros, dans notre useEffect, on va pouvoir dessiner notre grille de mouvement. Et donc du coup ici, on va en profiter pour rajouter un clearRect, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça, et c'est juste de 0 à 0. Et c'est... non, je sais plus, je pense que je l'avais mis dans une... oui, ici, size... Attendez, hop... Bon, c'est pas méga top. Mais allez, hop, voilà. Ça, je regarderai un peu plus tard. Il me semble que je l'avais pris quelque part. Grid size, fossil size, plus le truc.
Ah ouais, c'est une valeur directement, voilà, c'est un peu ça le truc. Hop. Voilà, donc j'ai mes deux valeurs ici, je suis pas sûr que je les stocke quelque part. Je dois les utiliser quelque part, mais je me rappelle plus tout. Pas bien grave. Donc ici, du coup, je vais vider la grille, donc ça, c'est le bon plan. Donc on vide la grille et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les trucs en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'on va dessiner cette grille. Et pour ça, c'est simplement, on va faire deux boucles, une boucle pour les rangées et une boucle pour les colonnes, et on va simplement dessiner la grille. Et dessiner la grille, on le fait ici, on va lui donner des informations de style, donc la couleur de la bordure et son épaisseur, et du coup, voilà. Ensuite, on a besoin de convertir nos coordonnées de grille en valeur en pixels. Parce que en Canvas, on dessine des pixels, alors que nous, ici, notre grille de mouvement, elle contient 5 cases, et c'est de 0 à 5, quoi. Donc j'ai ici une petite fonction que vous voyez là, getPositionFromCoordinates, qui va simplement convertir un XY de mouvement, donc ce que j'ai moi ici dans ma grille, donc des 0,1, des -2, 2, qui va me le convertir en position sur mon canvas. Donc je vais dessiner ma grille, ça c'est la première étape, donc ça on dessine simplement des petits carrés comme ceux que vous voyez là. Ensuite, on va dessiner les mouvements, et là la grille est un petit peu plus... la fonction est un petit peu plus casse-pied, au sens où chaque mouvement est un tableau de tableaux. Donc, ça c'est un mouvement, ça c'est un mouvement, ça c'est un mouvement, ça c'est un mouvement. Voilà. Un mouvement peut lui-même contenir plusieurs coordonnées, parce que, alors ici on le voit pas, je vais aller chercher King Louis. Donc on va changer un petit peu notre composant, donc je vais aller le chercher ici. Non, c'était direct sur Game. Donc ici, à la place de montrer Aboarix, on va aller chercher un Mancus et on va montrer King Louis. Fighters. Le seul truc, c'est que Fighters, il est directement chargé. Voilà, on va juste changer les valeurs ici. Donc ce sera Mancus. Hop, voilà. Et donc ici, on voit que la grille, elle est un petit peu différente. Hein, mais le King Louis, ici, lui, il a des mouvements qui peuvent faire 2 cases. Vous voyez? Donc, je vais reprendre les données. Hop. Donc on voit ici King Louis avec ses mouvements. Et donc du coup, je vais faire 2 boucles. Une boucle pour isoler les mouvements et puis une boucle par case. Et pour chaque case, ici, j'ai plusieurs valeurs. La première, j'ai 3 valeurs dans mon tableau. La première valeur, c'est le X. La deuxième valeur, c'est le Y. Et c'est à chaque fois calculé par rapport au centre, donc qui est la position du personnage sur le jeu. Et ensuite, il y a un troisième paramètre qui est par défaut à false, c'est pour les personnages qui ont un saut. Alors, un personnage qui a un saut, je vais vous montrer, je vais en montrer un, qui est, où est-ce qu'il est? Hop là. Voilà. Voilà. Ce personnage ici, il a 2 sauts, vous voyez là, qui sont des cases vertes, et où en gros, le personnage peut directement aller sur cette case, même s'il y a un obstacle sur son chemin et tout ça. Que ici, s'il veut aller 2 cases devant lui, il faut que la case juste devant soit libre. Ce qui est assez logique, hein, je veux dire, je trouve que c'est assez explicite. C'est pour ça que je voulais vraiment recréer la grille comme elle est sur les cartes, parce que c'est vraiment tip-top. De là donc, on va d'abord donc dessiner la cellule. Donc ça, c'est cette partie qu'on a ici. Où en gros, on va simplement dessiner un rectangle qui va être ou jaune ou vert. Alors, il va être jaune si
troisième paramètre est faux, donc ce qu'il est par défaut, et sinon il va être vert pour indiquer que c'est un saut. De là on dessine simplement cette case, et on va dessiner un petit cercle au milieu, donc il y a à chaque fois un petit cercle noir au milieu. Ensuite, si c'est un déplacement classique, on doit dessiner cette petite ligne noire. Et donc ça, c'est la deuxième partie, c'est cette partie ici, qui est le draw pass, où en gros on dit simplement, si c'est pas direct, si c'est pas un saut, alors ce que je vais faire, c'est simplement, je vais récupérer les positions du précédent, du déplacement précédent. Alors le déplacement précédent, soit ce sera 0, 0 si on est à la première étape du déplacement, sinon on prend le vrai précédent, et de là on va calculer sa position. On calcule sa position, et de là simplement on dessine un trait. Donc avec Canvas, on bouge le curseur jusqu'à l'endroit de départ, et puis on fait une ligne jusqu'à l'endroit d'arrivée. Et enfin on doit indiquer à Canvas qu'il doit le dessiner, et puis fermer le chemin. Donc ça c'est pour nos cases jaunes et nos cases vertes. Il y a quelques types de mouvements qui sont pas forcément encore gérés, mais qui sont des mouvements qui viennent de cartes qui sont sorties bien après. Donc vraiment dans les derniers continents, où on a genre des mouvements qui partent d'un saut, où le personnage donc peut sauter puis se déplacer. A priori je pense que le code est bon, mais comme c'est des trucs qui vont pas arriver avant quelques temps, je vais pas me tracasser de ça tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est déjà le truc de base. Ensuite, la dernière chose qu'on fait, c'est dessiner la cellule centrale. Parce que la cellule centrale, en fait, elle est à chaque fois au-dessus de tout. Donc ce qu'on voit ici, c'est que la ligne noire, en fait, elle part vraiment du centre. Mais sur les dessins originaux, on voit bien que la case ici, elle est au-dessus du truc, donc elle est entre guillemets, elle est dessinée en dernier, donc c'est ce que nous on fait au niveau du code. On la dessine en dernier. Et ça ici, là, après c'est super simple, hein, c'est vraiment un rectangle qui est fuchsia avec un point noir. Je suis pas sûr du fuchsia, c'est juste que je vais vous l'expliquer très très vite. Moi je suis daltonien, donc je ne vois pas bien les couleurs, et du coup, puisqu'ici en plus quand on prend la carte, comme c'est une photo d'une carte qui est imprimée, si je vais mettre une pipette pour choper la couleur, je risque de choper les points de trame, et donc du coup j'aurai pas la vraie bonne couleur. Donc ça c'est un truc, je demanderai un jour à quelqu'un de me donner la bonne couleur, et ce sera bon comme ça. En attendant, c'est très bien pour nous comme c'est là. Donc là on a notre dessin de la case, quoi. Donc voilà, du coup, ça c'est bon. En plus, maintenant, on a réglé le petit bug qui va éviter, qui va faire en sorte que ce soit bien effacé avant d'être redessiné. Ici, sur cette partie-ci, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça va être simplement un composant React qui va recevoir des propriétés, et parmi ces propriétés, c'est simplement le nom du player actif et son timer, la valeur du timer. Donc c'est à chaque fois le serveur, lui, qui va envoyer le temps qui reste. Et alors, on rajoutera juste en temps venu les écouteurs d'événements pour dire le joueur a cliqué sur voir mes atouts ou voir mes renforts. Ce qui en fait va peut-être pas être géré directement au serveur, parce que globalement ici, quand tu veux voir tes atouts ou voir tes renforts, tu peux juste avoir envie de les voir pour les voir. D'accord? Donc le serveur va pas forcément avoir besoin d'être prévenu que tu es en train de regarder tes renforts. Il va devoir être prévenu au moment où tu vas dire j'ai sélectionné un renfort, je veux le jouer, ou j'ai sélectionné un atout, je veux le jouer. Ça c'est juste le truc, quoi. Donc ça c'est des trucs qu'on fera par la suite. Mais tout le reste, ça sera à chaque fois ce process-là. Donc le serveur va envoyer toutes les infos, et les composants que vous voyez à l'écran vont juste afficher le contenu. De la même manière que pour le chat. Alors je vais vraiment pas vous faire l'affront de vous expliquer le composant de chat, vu que pour le coup il est quasi vide. Il n'y a rien à montrer dedans pour le moment, hein. Il est vraiment juste... il n'y a rien, quoi. Il y a juste un peu de style et un gros to do dedans. Pour le moment, on va se contenter de ça. Le chat, c'est quelque chose que j'implémenterai probablement assez vite, mais qui ne va pas être particulièrement compliqué. Donc ça, c'est le contenu de tout ce qui a été fait depuis la dernière fois, ce qui représente quand même un petit peu de travail.
Et maintenant, donc, d'ici la prochaine fois, je vais commencer à implémenter le serveur. En tout cas, je vais commencer à me documenter, à regarder un petit peu avec quoi je vais travailler. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va être du Node.js avec Socket.io pour les communications en temps réel entre le serveur et le client. Maintenant, comment est-ce que je vais faire tout fonctionner? Il faut que j'y réfléchisse. Je vais voir un petit peu comment tout ça va fonctionner. Mais la première chose qui va être faite, ça va être de mettre un petit peu d'ordre dans le repo pour avoir le code client et le code serveur au même endroit. Alors je sais que j'ai changé 3-4 fois d'avis depuis le début en disant il va y avoir un repo pour le client, un repo pour le serveur. Maintenant le truc c'est que en y réfléchissant bien, même si c'est pas optimal, même si c'est pas la meilleure des choses, avoir tout le code au même endroit, ça va permettre à ceux qui suivent cette série vraiment pour voir comment c'est fait, de tout avoir au même endroit, de pas avoir 25 bidules à cloner, à compiler, etc. L'idée pour moi c'est vraiment de se dire on a un seul repo, il y aura quelques scripts à lancer et vous pourrez jouer aussi de votre côté. Pareil aussi pour ceux qui aiment le jeu et qui sont pas particulièrement codeurs, je ne sais pas si je vais vraiment être autorisé à mettre le jeu en ligne. Je veux dire, voilà, ici, comme je l'ai dit, hein, le jeu, je le développe pour moi, à des fins pédagogiques, je partage ce que je fais, mais derrière, je comprendrais tout à fait que les ayants droit du jeu me disent, bah ok, pas de souci, c'est ce qu'ils m'ont dit, je les ai contactés, ils m'ont dit qu'à des fins pédagogiques et dans un but purement gratuit, on vous autorise à utiliser ça, et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Si un jour ils voient cette vidéo, un grand merci à vous les gars de Matago, vous êtes super. Maintenant voilà, je m'opposerai pas à eux s'ils me disent bah voilà ok c'est super cool, mais on veut pas que tu mettes le serveur en ligne quoi. Et ça c'est normal. Par contre, du coup, ce que moi j'aimerais, c'est que pour les gens qui aiment le jeu, puisque le code source lui sera accessible, ils auront juste un script et ils pourront jouer entre eux avec des potes et tout ça, ça c'est cool quoi. Donc ça c'est un peu le machin, donc du coup c'est mieux que ce soit en un seul repo. Donc moi ici ce que je vais faire c'est je vais un petit peu mettre de l'ordre, faire en sorte que dans SRC on ait un dossier client, un dossier serveur et tout sera au même endroit quoi. Et enfin pour terminer, donc ça c'est ce que je ferai d'ici le prochain épisode et je vous documenterai un petit peu tout ce que j'ai fait. Et enfin la dernière chose que j'ai faite, qui n'est pas vraiment du code, mais voilà, j'ai mis un petit peu à jour le README avec quelques infos, et j'en ai profité pour retranscrire les règles du jeu original. Donc pour ceux que ça intéresse, de voir un petit peu vers où on va aller et comment le jeu se joue un peu plus que ma petite introduction. Donc j'ai retranscrit en Markdown les règles de jeu originales. Donc là on a vraiment toutes les infos, comment le jeu a été conçu, quelles étaient ses règles, etc. Voilà, l'idée justement, ça va être de considérer ça comme mon document de travail. Hein. Moi je veux pas implémenter une variante de Zundo, je veux vraiment implémenter Zundo tel qu'il a été conçu. Donc voilà, ça va être notre jeu, nos règles du jeu donc pour Zundo. Peut-être la seule chose qui va peut-être changer, et ça je verrai parce que c'est un truc qui est un petit peu plus encore que, je veux dire globalement, je pense que je vais l'implémenter tel quel et on verra plus tard. Mais globalement, le seul truc, alors je sais plus où c'est. Voilà. Il est mis qu'on peut regarder ces cartes uniquement lors de son tour, sauf quand un combat va se dérouler. Donc globalement, ici, le fait de cliquer sur une de ces cartes pour voir le détail, normalement on peut le faire que pendant que c'est son tour. Je suis pas sûr que c'est méga chouette dans le cadre d'un jeu en ligne, et de mes souvenirs, quand on jouait à Zundo, c'était une règle qu'on respectait pas des masses. Maintenant, voilà, on verra un petit peu, je pense que dans un premier temps je vais le coder comme ça, comme dans les règles, et puis on verra un peu quoi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce 7e épisode, je vous invite à laisser un commentaire si vous avez la moindre question, et on se retrouve très vite pour les premiers pas du code serveur. À la prochaine!